Cela fait près de 2 ans maintenant que cette mesure a été instaurée dans la partie est du pays. Jusqu'alors, elle est toujours en vigueur. Il s'agit de l'état de siège qui a été justement instauré par le président de la République, à la fois dans la province du Nord Kivu, mais également dans la province de l'Ituri. Mais nous allons nous intéresser particulièrement à la province de l'Ituri pour en savoir un peu plus sur le bilan de cette mesure exceptionnelle prise par le président de la République pour lutter contre l'insécurité dans cette province de la République démocratique du Congo. Pour en parler justement, je reçois monsieur Christian Chaouri Bikami. Il est coordonnateur des jeunes leaders de l'Ituri, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur les journalistes. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Télé 50. Alors, d'entrée de jeu, nous aimerions d'abord savoir, vous êtes à Kinshasa depuis quand? Oui, aujourd'hui je viens de faire au moins une semaine ici à Kinshasa. Oui. Quel est l'objectif de cette visite à Kinshasa? L'objectif pour nous, en tant que coordonnateur des jeunes leaders, nous avions constaté que dans notre province, il y a beaucoup de défis à relever. Et c'est pourquoi nous étions obligés de venir ici, dans la capitale, pour que nous puissions plaider en faveur des jeunes qui ont l'espoir que c'est ici où la solution, nous pouvons la trouver. Et l'objectif aussi... Parce que les autorités sont ici, oui, justement. Nous voulons quand même faire attendre un peu la voix de la jeunesse à ce niveau ici. Vous savez que chez nous, en Ituri, nous attendons qu'à Kinshasa parle. C'est comme si c'est une province où les gens ne peuvent pas faire quelque chose, où il n'y a pas de la jeunesse. Alors que la jeunesse de l'Ituri est capable aussi de faire tout ce que d'autres jeunes font. Et surtout que c'est une jeunesse qui est aussi engagée et déterminée. Une jeunesse aussi qui a de différentes catégories de personnes remplies de connaissances qui peuvent être au bénéfice de notre pays. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici pour faire des plaidoyers en faveur des jeunes, afin que les yeux des autorités soient fixés aussi sur l'Ituri. Si je parle dans ce sens, c'est parce qu'il y a plusieurs aspects. Nous parlons de l'insécurité par exemple. Dans le cadre de l'insécurité, nous voulons assez que les jeunes puissent être aussi pris en compte dans tous les programmes qui se font dans le cadre de la recherche de la paix. Alors vous dites que vous venez faire entendre la voix des jeunes ou de la jeunesse de la province de l'Ituri. Qu'est-ce que vous comptez entreprendre comme action justement? Est-ce que vous avez prévu de rencontrer les autorités? Est-ce que vous en avez déjà rencontré? Oui, je suis allé jusqu'au ministère de la Défense. J'ai rencontré le vice-ministre de la Défense, qui est le digne fils de l'Ituri, son excellence Ami Adoubango, que moi-même je parlais de la situation de l'Ituri et je lui ai parlé aussi des attentes de la jeunesse iturienne face à son ministère. Je lui ai dit qu'à ce moment, depuis que ce nouveau gouvernement est sorti, nous n'avons pas encore vu une délégation officielle du ministère de la Défense, alors qu'il y a les jeunes qui se sont égarés dans des groupes armés, qui attendent de ce ministère pour que nous puissions ensemble voir comment nous allons faire décoller notre province. À quoi est-ce que vous vous attendez après ce plaidoyer, après avoir mené ce plaidoyer? Vous attendez à quoi? La première des choses que nous avions dit, c'est leur délégation, c'est leur présence à Ituri. Parce qu'il y a l'acte, il y a des accords qui ont été signés par l'ancien VPM de la Défense avec certains groupes armés qui, jusqu'à présent, n'est pas encore exécuté. Et nous voudrions assez qu'il soit maintenant pris en compte que le vice-premier ministre de la Défense, et maintenant à travers notre frère qui est le vice-ministre de la Défense, qui puisse tout faire pour que sa présence soit marquée en Ituri, afin de pouvoir amorcer le travail qui a été commencé par l'ancien vice-premier ministre, oui, pour que les groupes armés déposent les armes, pour que la convention qui a été prise soit respectée. En dehors de ça, nous avions rencontré aussi le premier vice-président de l'Assemblée nationale, pour qu'à l'Assemblée, l'on parle aussi de l'Ituri. Nous voulons assez qu'on parle de l'Ituri, de tout ce qui se passe en Ituri. Vous savez, nous sommes actuellement une province qui est visée par les Rwandais. Parce qu'il y a plusieurs déclarations que Mandika Tikorne Nanga,
qui émane du côté du M23, qui cible l'Ituri. Et nous constatons que ici, au niveau de Kinshasa, l'on focalise toutes les forces au Nord Kivu. On oublie que l'Ituri aussi est sous menace de l'agression rwandaise parce qu'il y a certains jeunes qui sont regroupés et en connivence de l'ennemi. Est-ce qu'après avoir rencontré toutes ces autorités, est-ce que y a-t-il des lueurs d'espoir? Est-ce que vous attendiez à quelque chose de favorable en faveur de la jeunesse de l'Ituri? Oui, ce que j'ai aimé est que quand je parlais j'ai parlé à toutes les autorités et ils m'ont rassuré leur détermination. Et je crois d'abord il y a une grande délégation qui se prépare déjà pour la descente déjà en Ituri et ça nous rassure déjà davantage. Alors, Monsieur Christian, on va entrer dans le vif du sujet. L'état de siège, cette mesure prise par le chef de l'État a été instaurée depuis plus de 2 ans, on va dire maintenant, à la fois dans la province de l'Ituri, mais également dans la province du Nord Kivu. Mais ce qui nous intéresse, c'est la province de l'Ituri, dont vous êtes originaire et d'où vous venez. Est-ce que de manière globale, s'il faut faire un bilan, que diriez-vous? Bon, j'aimerais d'abord qu'on commence à dire que l'état de siège a été notre demande, nous en tant que population de la population, à travers nos députés nationaux, à travers nos forces vives qui ont demandé l'état de siège. Pourquoi l'on avait demandé? C'était pas une volonté. Il faut maintenant arriver d'abord à comprendre pourquoi l'on a demandé l'état de siège. Donc le chef de l'État avait répondu à une demande faite par les populations de l'Est. Pour moi, je peux dire que il a été dans son slogan qui parle que le peuple est d'abord. Parce que nous avions demandé l'état de siège parce qu'il y avait un gouvernement civil. Le gouvernement civil, à l'époque, c'était l'ancien gouverneur Bamanissa. Il n'arrivait pas à maîtriser la situation sécuritaire. Il n'arrivait pas aussi à faire toutes choses liées au développement de notre province. Et c'est comme ça, au regard maintenant, de voir qu'il y a le problème de maîtriser cette situation sécuritaire, il faudrait qu'on puisse faire recours à une autre mesure qui peut être plus forte que celle utilisée par les gouvernements. Et cette mesure, c'était justement l'état de siège. C'était maintenant l'état de siège. Mais quel après maintenant avoir demandé cet état de siège, oui, pour nous, il y avait l'activisme des groupes armés, même dans la ville de Bunia. Parce qu'à un moment, un groupe armé dénommé Codeco avait siégé la ville de Bunia, en présence du gouverneur civil qui était là-bas, l'ancien gouverneur Bamanissa. On a transporté ces Codeco même dans les véhicules à les négocier, en faisant négociation avec des groupes armés. À ce moment-là, ces groupes marchaient avec des têtes de cadavres en pleine ville. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y avait le problème de la circulation, la RN 27, pour quitter Mahagi jusqu'à Bunia. Il faudrait qu'il y ait un convoi militaire, mixte bien sûr avec les contingents de la MONUSCO, pour que la population soit sécurisée en fait de traverser ces tronçons parce qu'il y avait des groupes armés. En ces jours, la circulation est libre. Il y avait aussi des problèmes pour quitter Bunia pour aller à Commande jusqu'à Mambasa. Il faudrait encore des convois. Et plusieurs cas d'embuscade étaient observés sur ces tronçons. Mais à ce jour, la circulation vraiment est fluide. Et si vous essayez maintenant de voir, il y avait les déplacés qui vivaient, qui avaient fui leur milieu respectif. Les camps d'Irum, par exemple. Ils ont fui en ville de Bunia. Suite à la maîtrise de la situation dans les territoires d'Irum, je prends Tchabi, je prends Boga. À présent, toute la population est retournée dans leur milieu respectif. Et il y avait un groupe armé qui était très hostile. C'était un groupe armé dénommé FPIC. Ce groupe armé était en grande majorité composé par les Bira. Mais suite à l'approche, parce que le gouverneur est venu avec des approches, l'approche militaire et l'approche non militaire. Oui, qu'en est-il, oui. Voilà. Maintenant, avec l'approche militaire, il menait des opérations militaires. Avec l'approche non militaire, il faisait toutes les diplomaties possibles pour que ceux-là qui ont accepté de déposer les armes... L'approche non militaire en termes simples, c'est oui, des échanges, le dialogue avec les groupes armés. Et leur dire que non, vous êtes les Congolais comme nous autres. Pour les faire adhérer au programme le PDDRCS, pour que vous puissiez déposer sans que nous puissions faire pression sur vous. Et ces deux approches marchaient ensemble. Et là où maintenant l'approche militaire donnait les résultats,
il y a aussi l'approche non militaire qui va commencer. Et là où l'approche non militaire donnait déjà les résultats, certes que l'approche non militaire ne va pas encore réagir. Et c'est comme ça, ça a permis à ce que ce groupe dénommé FPIC soit anéanti. Alors, à vous entendre parler, on se rend compte qu'il y a quand même des résultats assez positifs. Mais est-ce que vous êtes en mesure de nous donner aujourd'hui des chiffres précis sur, par exemple, les nombres de localités récupérées par l'armée, qui étaient autrefois occupées par des groupes armés tels que Codeco? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des précisions sur des chiffres que vous pouvez être en mesure de nous donner qui peuvent justement confirmer que l'armée a eu raison de l'ennemi? Bon, la grande majorité, parce que les Codeco dont vous parlez occupent la partie du territoire d'Injougou. C'est cette partie qui était occupée. Mais dès lors qu'il y a maintenant la présence de l'état de siège, toutes les entités qui étaient occupées par les groupes armés Codeco sont actuellement occupées par nos militaires de FARDC. Maintenant, comme ces groupes armés détiennent encore les armes, ils se sont maintenant isolés. Ils ont cherché maintenant là où ils vont se réfugier. Et comme ils vivent un peu dans des communautés, étant des groupes communautaires, ils se camouflent dans leur communauté. Subitement, ils viennent, ils descendent dans des carrés miniers où ils opèrent et puis ils retournent dans leur milieu. Mais régulièrement dire qu'ils sont identifiés telle part où l'on peut directement les localiser comme leur place où ils ont pris en otage, non. Je prends par exemple, dernièrement, il y a eu les opérations militaires du côté Nyangaray. Il y a des opérations qui étaient menées du côté lycéen. Là, c'est un jour dont je parle. Oui. Il y a le problème qui était du côté Boulé, où la population n'était pas. Mais actuellement, ce sont des FARDC qui contrôlent. Du côté Masumbuku, ce sont des FARDC. Ce sont des FARDC qui contrôlent. Maintenant, si les groupes armés descendent pour faire un peu des attaques, c'est dans les cadres des représailles. Qu'est-ce que vous répondez? Je ne vous coupe pas la parole. Qu'est-ce que vous répondez, par exemple, aux élus de l'Ituri, notamment et également ceux du Nord Kivu qui se sont exprimés hier après la plénière sur l'état de siège, parce que cette mesure a été encore une fois prorogée par les élus, mais ceux de l'Est n'étaient pas d'accord. Comment vous leur répondez? Ils estiment qu'il faudrait carrément la lever. Qu'est-ce que vous répondez? Non, ça ce sont des comédiens. Je m'excuse du terme. Ce sont des comédiens. Bon, ce sont des élus. Est-ce que vous pouvez retirer le terme comédien? Je m'excuse du terme. J'ai vu que c'est de la comédie. Parce que dans la salle, ils étaient au nombre de 300. C'est de la comédie, mais ce ne sont pas des comédiens. Vous avez retiré. Ok, allez-y. Voilà. C'est de la comédie. C'est de la comédie selon moi. Dans la salle, ils étaient au nombre de 338 députés. Et sur 338 députés, selon l'information, 331 députés ont voté pour la prolongation de l'état de siège. Je fais la différence de 338 mais 331. Ça ne reste que 7 députés qui n'ont pas voté pour l'état de siège. Imaginez en Ituri, nous avons 28 députés nationaux. Nord Kivu en a combien? Sud Kivu en a combien? Et oui, tous ces députés donc ont voté. C'est après maintenant à la sortie de leur plénière qu'ils ont fait des déclarations pour un peu tromper l'opinion. Alors qu'ils sont aussi d'accord pour l'état de siège au regard des résultats qu'ils sont en train de voir sur le terrain. Moi, je vous parle par exemple au niveau de l'Ituri. Ceux qui se sont exprimés hier étaient minoritaires par rapport à ceux qui ont accepté que cette mesure soit prorogée. Même pour chez nous de l'Ituri, tout comme de Nord Kivu et de Sud Kivu. Essayez de voir maintenant, faire le calcul, Ituri a combien de députés? 28 députés nationaux. Parlez aussi maintenant au niveau du Sud Kivu. Vous voyez, c'est combien de députés? Au niveau du Nord Kivu, c'est combien de députés? Maintenant, 338 députés qui étaient dans la salle, 31 députés nationaux ont voté pour la prolongation de l'état de siège. C'est après que nous allons voir maintenant d'autres députés qui vont sortir à l'extérieur, faire des déclarations à l'extérieur. Pourquoi ils n'ont pas fait ces déclarations étant à l'hémicycle? Et je crois que c'est de la comédie. Et même sont conscients, ce n'est que vraiment une manœuvre purement politique qui n'a rien en faveur de nous en tant que population. Quand nous parlons par exemple des grandes réalisations, je prends un exemple d'un député de l'Ituri qui a fait la déclaration là-bas, je m'excuse de citer son nom, c'est Honorable Gracier Irachan. Il a cité les noms là-bas. Et quand il a cité, il a dit, il a décrié un peu l'état de siège. Mais lors de ses vacances parlementaires, lui-même a reconnu des grandes réalisations de l'état de siège. Je vous prive un peu de vous donner un peu les images, parce que les images, nous en avons ici. Mais que répondez-vous à ceux qui estiment que cet état de siège est finalement devenu un business pour les dirigeants de ces deux provinces? Qu'est-ce que vous répondez à ceux-là? Je vais leur dire que c'est eux qui sont des businessmen
qui n'ont pas eu la chance maintenant encore de revenir à la commande. Je prends l'exemple. J'avais attendu ici, à travers cette chaîne, un ancien ministre provincial de notre province, Jean-Marie Niolo. Il était dans le gouvernement... Vous avez l'occasion de le recadrer. Allez-y. Voilà. Il était dans le gouvernement de l'ancien gouverneur Bamanis, que moi-même, j'avais longuement critiqué avant même l'instauration de l'état de siège. Suite à son incapacité, suite à l'échec cuisant qui était observé. Ce gouvernement a été destitué à 2 reprises. Et cette fois-là, l'état de siège a été installé pendant que ce gouvernement n'existait plus. Et donc, lui-même était déjà partant, avant même l'état de siège. Aujourd'hui, venir maintenant faire la déclaration et critiquer l'état de siège, moi je pense qu'il ignore que même si l'état de siège partait aujourd'hui, il ne va plus revenir. Mais selon leur stratégie, ils veulent assez que l'état de siège parte pour qu'ils récupèrent encore leur poste. C'est ça leur pensée. Ce n'est que ça une motivation pour eux. Je crois que ce ne sont que des écrits qui sont contre l'état de siège. Mais la population, en ces jours, qui bénéficie des grandes réalisations de l'état de siège. Je vous dis aujourd'hui, même les gouvernorats, où étaient ces ministres, si vous y arrivez aujourd'hui, vous allez dire que non. Apparemment, vous vous trouvez un peu ailleurs et pas à Ituri. Et vous allez constater qu'il y a des grandes réalisations. On a transformé des choses. La vie du gouvernorat a changé. Donc, et la vie sociale, et tout comme tout a déjà changé. À vous comprendre, vous voulez dire que le gouverneur militaire, Louboyan Kachama, est victime des diabolisations. Oui, il est victime de cette diabolisation par des politiques. Parce que la population en mal de que nous sommes, la population que nous sommes très contents de sa présence. Et je crois ces réalisations, même si aujourd'hui, il ne serait plus encore gouverneur qui dépose, par exemple, qui serait retraité, je crois qu'il serait encore Eli Anitouri. Eli Anitouri. Parce qu'il est le gouverneur le plus aimé, le gouverneur qui a déjà laissé des empreintes en province de l'Ituri. Si le plan sécurité, par exemple, en ville de Bounia, on ne dormait pas, mais aujourd'hui, vous dormez calmement, vous n'écoutez même pas un coup de balle en ville de Bounia. Il y a maintenant les gens aussi qui cherchent à faire entrer le M23 dans notre province. Retenez ça aussi. C'est un point très important. Parce que certains de nos frères ituriens sont déjà à connivence avec le M23. Je vous rappelle que même le vice-ministre de la Défense, notre digne fils de l'Ituri, en avait parlé. Et je sais que c'est... Et vous dénoncez cela justement. Oui, et moi-même j'ai fait encore une alerte. Il y a par exemple le groupe armé Zahir. Ce groupe armé Zahir, dont on appelle groupe armé d'autodéfense, moi je ne l'ai jamais cru que c'est un groupe armé d'autodéfense, d'autant plus qu'actuellement, il vise notre armée. Oui. Parce qu'un groupe d'autodéfense ne peut jamais attaquer son armée. Un groupe de défense attaque pour se défendre. Mais aujourd'hui, ce groupe planifie des attaques contre notre armée. Et ce groupe a été cité par le rapport des experts des Nations Unies comme étant en connivence avec le M23. Et dernièrement, il y a eu des traces qui ont prouvé à ce que ce groupe armé a déjà fait entrer les mercenaires venus du Rwanda pour recruter chez nous et pour faire des formations. Et quand maintenant, le gouverneur en parle, vous allez voir, ceux-là qui sont du camp de ces groupes armés vont s'acharner contre le gouverneur, vont s'attaquer contre le gouverneur. Parce que le gouverneur militaire met à mal tout ce qui est de leur plan pour tenter de déstabiliser notre province. Alors vous faites bien de dénoncer ça. On va maintenant parler aussi, parce qu'on a parlé de l'approche militaire, non militaire, les résultats obtenus grâce à l'état de siège dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Mais qu'en est-il des infrastructures? Qu'en est-il du social depuis que le gouverneur gère cette province? Je vous dirais que si vous êtes déjà en ville de Bounia, même qui n'est pas propre comme notre ville de Bounia, actuellement, c'est là que nous remercions aussi le chef de l'État parce qu'il a aussi contribué à ce point. Le chef de l'État nous a construit une université moderne, l'université de Bounia. C'est une université qui rayonne dans notre province. Actuellement, il est en train de moderniser l'aéroport de Bounia. Au-delà de ça, il y a des routes maintenant. Avec maintenant la présence du gouverneur militaire, par des fonds propres de la province,
notre ville est propre. Et même, vous pouvez circuler en quittant par exemple, aujourd'hui, Bunia pour Mahagi, Bunia pour Aru, c'est une distance de plus de 300 km. Mais vous y faites un peu maintenant avec peu d'état et par jour vous y arrivez, alors que ça faisait, vous faisiez au moins une semaine en route. Oui. Aujourd'hui, vous pouvez quitter Bunia pour aller à Mungwalu. Alors que depuis que le gouvernement civil a existé, ces gens ne savaient plus comment l'on peut avoir un véhicule qui quitte Bunia pour arriver à Mungwalu, alors que c'est un centre commercial, c'est un centre où il y a un peu des activités de l'or, c'est une commune rurale qui est reconnue dans notre province. Aujourd'hui, la possibilité de quitter Bunia pour Mambasa, Bunia pour Komanda, vous pouvez constater, il y a de grandes réalisations avec l'état de siège, des bureaux administratifs qui étaient détruits et qui n'existaient pas, sont déjà construits. Des grands marchés. Je vous dis, si vous arrivez dans notre marché, dans la ville de Bunia, vous allez vous dire, vous allez comparer avec notre marché parce que moi j'étais là-bas. Je m'excuse, je ne suis pas en train de minimiser parce que c'est notre marché. Mais moi, je vois notre marché, j'ai dit, vraiment, c'est une bonne, ça donne une bonne image. Qu'en est-il du programme de développement de 145 territoires? C'est ça, c'est que je parle un peu par rapport à ce programme. C'est l'ensemble de la province. Je crois que la province de l'Ituri est une référence par rapport à l'exécution de ces programmes de 145 territoires. Okay. Et je crois que des grandes images qui circulent dans vos télévisions. Y a-t-il des écoles construites? Oui, des écoles, des hôpitaux. Oui. Vraiment, c'est une grande réussite pour nous et ça donnait vraiment une forme pour notre province. C'est là que je félicite aussi encore le chef de l'État. Même, vous savez que si on parle du chef de l'État en Ituri, on voit la gratuité de l'enseignement primaire. On essaie de voir les projets de 145 territoires. On essaie de voir ce qu'il est en train de faire. On essaie de voir aussi son effort qu'il ne cesse de mettre en œuvre pour... Alors, on est en train de chuter. Vous avez parlé de la lutte contre Codeco, Zaïre, FPIC, mais vous n'avez pas cité les ADF qui font couler aussi les sangs des Congolais là-bas. Oui. Qu'en est-il des opérations contre ce groupe armé terroriste ougandais? Vous savez que là maintenant nous devons vous dire qu'il y a des opérations conjointes. Des opérations conjointes entre FARDC et UPDF Uganda contre les ADF. Quel est le bilan de ces opérations? Ça c'est du côté Mambasa. Et là, ces opérations ne sont pas du tout contrôlées par les gouverneurs militaires parce que ce sont des opérations qui sont conjointes. Mais très bien. Au niveau du RUM, où les ADF tentent, vraiment, ils ont été vraiment pourchassés là-bas. Ils sont neutralisés. Ils sont neutralisés. Parce qu'à Tchabi, ce sont les ADF qui étaient là-bas. Et à Boga, c'était les ADF qui étaient là-bas. Mais aujourd'hui, la population est revenue. Certes que les ADF n'existaient plus. Donc le problème maintenant qui reste, c'est de pouvoir aussi suivre un peu cette coordination des opérations UPDF et FARDC pour que ça mette fait du côté Mambasa. Mais l'armée et l'état de siège poursuivent encore tout ce qui est de ses côtés. Alors voilà qui met fin à cette émission. Avez-vous le sentiment d'avoir répondu à la personne qui a fait des déclarations au sujet du gouverneur? Avez-vous le sentiment d'avoir tout dit? Non, je ne suis pas encore satisfait du fait que... Rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps. Il y a des choses révoltantes qu'il a dit. État ici à Kinshasa, depuis qu'il n'est pas en Ituri, je crois qu'il ne connaît pas la vie actuelle de l'Ituri. Et d'où il allait beaucoup se limiter à dire ce qu'il connaît d'ici et nous laisser, nous, qui sommes restés avec la population, dire ce que nous voyons de l'état de siège, dire tout ce que nous voyons de la réalisation du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kachama. Cela va beaucoup aider la province parce que des faussetés qu'il est en train de distiller contre notre province, voilà, ça nous va négativement. Et nous n'allons pas tolérer ça. Nous, en tant que leaders, surtout en tant que jeunes leaders, nous souhaiterions qu'il puisse avoir des maîtrises, qu'il attende si l'état de siège sera levé. Et c'est encore à nous de savoir qui va diriger notre province. Parce que nous allons nous-mêmes nous impliquer pour que ceux-là qui ont fait échouer notre province ne puissent plus accéder à certains postes. Et là, nous les connaissons. Je crois qu'il est bien informé. Mais aussi, il y a un groupe armé qui a collé à l'état de siège. Un groupe armé qui a parlé, je ne sais pas, Chiniatuna. Ces groupes armés n'existent pas. Ce ne sont que des bandits qui opèrent, mais ils se camouflent parce qu'ils sont en train de tenter de garder un peu leur cacao. Et sur base de ça, ils sont neutralisés aussi par l'armée, il doit reconnaître ça. Mais tous ces groupes armés qui existent n'étaient pas nés pendant l'état de siège. Ça, je souligne.
ces groupes armés n'étaient pas nés pendant l'état de siège. L'état de siège a rencontré tous ces groupes armés qui sont devenus maintenant anéantis, qui n'agissent plus, sauf par maintenant la manipulation de ceux-là qui veulent nous amener le M23. Alors tout est bien clair, monsieur Christian Chaouri Bikami. Je rappelle que vous êtes coordonnateur des jeunes leaders de l'Ituri. Avec vous, nous avons parlé du bilan de l'état de siège depuis son instauration. Merci pour toutes les informations que vous nous avez données aujourd'hui. C'est à moi de vous remercier. Voilà qui met fin totalement à cette émission. Madame, monsieur, je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50.